Je m'appelle Aurélia, j'ai 35 ans. Je vis en Normandie. J'ai eu recours au don d'ovocytes pour tomber enceinte. Coucou mon cœur. Ma petite fille Erin est née le 15 mai dernier. Depuis la naissance de ma fille, je suis avec elle 24 heures sur 24. J'ai été arrêtée tout le long de ma grossesse et depuis, j'ai pas repris le travail. Je profite à fond de voir ma fille. C'est du bonheur au quotidien et c'est quelque chose, pendant des années, on n'y croyait plus. Donc au final, c'est un peu magique en fait. On a l'impression que c'est... Ouais, des fois que c'est pas réel. On est toujours émerveillé de tout ce qu'on peut découvrir avec ses enfants. Chaque moment est un pur bonheur qui me fait oublier les 10 années de combat que nous avons vécues. Je pense souvent à la donneuse. Je m'en demande simplement dans quel état d'esprit elle a fait le don. Et puis, j'aimerais juste pouvoir la remercier. Je me suis jamais posé la question de savoir si elle ressemblait à la donneuse. Je pense que oui, elle a des traits, mais je trouve qu'elle ressemble à mon mari. La seule chose, je pense, qui pourrait être de la donneuse, parce que c'est ni de moi ni de mon mari, je pense que c'est son nez. Ce qui est une très bonne chose, hein. Ça lui fait sa particularité. C'est un mélange de nous trois. C'est surtout une histoire d'amour, en fait. Le don d'ovocytes. Ma fille connaîtra toute son histoire. J'ai gardé chaque étape de notre combat dans des carnets. J'ai commencé à écrire des carnets en 2005, quand on a essayé de commencer à avoir un enfant. J'avais vraiment besoin de poser tout ce que je ressentais, tout ce qu'on vivait, mon mari et moi. Et en fait, je l'ai toujours écrit en pensant à mon enfant et toujours en lui parlant. J'ai l'intention de montrer à Erin ces carnets-là quand elle va grandir, qu'elle sache qu'il y a une histoire très longue avant sa venue. C'était important pour nous de garder une trace. Bonjour à tous, comme ces images nous l'ont montré, le don d'ovocytes représente un véritable espoir pour de nombreux couples qui souhaitent devenir parents. Tout comme Erin, on estime que 200 enfants naissent chaque année grâce à ces dons. Pourtant, on n'en parle pas encore ou on en parle trop peu. Bonjour Aurélia, merci d'être là. Qu'est-ce que vous avez ressenti en regardant ces images ? C'est impressionnant en fait, se remémorer tout ça et puis nous voir au quotidien, c'est beau en fait. Je me dis, on a de la chance en fait de tout ce qui nous arrive en fait. Alors aujourd'hui, vous vivez ça comme un véritable bonheur. Ouais. Avant de faire appel au don d'ovocytes pour avoir votre fille, pendant combien de temps avez-vous essayé, vous, d'avoir un enfant avec votre mari ? On a essayé pendant 10 ans. Alors à vos côtés se trouvent Malika et Nicolas. Bonjour à tous les deux. Vous êtes en couple depuis 13 ans, tous les deux. Malika, vous êtes enceinte de 5 mois. Est-ce que vous connaissez le sexe du bébé que vous portez ? Oui, c'est un garçon. Vous aussi ? Vous vous êtes tourné vers le don d'ovocytes. Pour quelle raison ? Alors nous, parce que nous portons tous les deux un gène, un mauvais gène en fait, qui transmet une maladie à nos enfants. Et donc, à cause de ça, nous avons déjà perdu 2 enfants, 2 mois après leur naissance. D'accord. Voilà. Donc un passé douloureux, Un petit mais peu. aujourd'hui, le bonheur s'annonce. Voilà. 2 experts sont avec nous aujourd'hui. Georges Lévy, gynécologue, obstétricien, et Yvonne Poncé-Bonissol, notre psychologue. Bonjour à tous les deux. Vous allez nous aider à faire le point sur cette question. Docteur Lévy, la loi sur le don d'ovocytes vient tout juste de changer. Quelle est la nouveauté depuis le mois de janvier ? Là, il y a une nouveauté très importante. Jusqu'à présent, ne pouvait être donneuse d'ovocytes qu'une femme qui avait déjà eu des enfants, un ou plusieurs enfants. Elle devait être majeure, avoir 18 ans au moins, au maximum 37 ans, mais c'était une femme qui avait dû au moins avoir eu un enfant. Actuellement, ça peut être des femmes qui n'aient pas eu d'enfants, mais qui répondent quand même à ces mêmes critères. Et ce qui a changé maintenant, c'est vraisemblablement du fait qu'on va élargir un petit peu le champ des donneuses, qu'on devrait pouvoir arriver vraisemblablement un petit peu à pallier au manque cruel en fait, de donneuses qu'on a actuellement. Dans quel cas une femme a-t-elle le droit de bénéficier d'un don d'ovocytes ? Alors, c'est quand même assez particulier, mais c'est essentiellement des femmes qui sont jeunes, donc qui sont théoriquement encore en âge de procréer. Et là, en fait, la question qu'on pose toujours, qu'est-ce qu'on peut fixer comme âge de procréer ?
L'âge de procréer, en fait, c'est un âge, nous, médecins, nous nous retranchons en fait derrière des textes administratifs que nous impose en fait l'assurance maladie. Et l'assurance maladie considère qu'une femme peut procréer jusqu'à 43 ans. C'est-à-dire qu'au-delà de 43 ans, les traitements pour traiter l'infertilité ne sont plus pris en charge. Et qu'il y a malheureusement des problèmes. Ces problèmes, ça peut être ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une insuffisance ovarienne précoce. C'est-à-dire que c'est une femme qui est jeune, qui est encore en âge d'avoir des cycles menstruels normaux, qui peut toujours avoir des cycles menstruels, mais dont la qualité des ovules est malheureusement pas bonne. Ça peut être des femmes qui ont des ménopauses précoces, c'est-à-dire pour lesquelles les règles se sont totalement arrêtées, interrompues à un âge où ça n'a pas lieu d'être. Ça peut être des femmes dont on sait, et on a un exemple malheureusement devant nous, dont on sait qu'elles ont une maladie génétique qu'elles peuvent transmettre, et donc pour lesquelles on ne veut pas prendre de risque pour la descendance. Et ça peut être également certaines patientes qui ont vécu une maladie grave et ont subi une chimiothérapie ou des rayons qui ont malheureusement affecté leur patrimoine ovocytaire. Quelle est la particularité de cette technique ? C'est une technique qui en fait est peu connue, c'est une technique qui est une véritable assistance médicale à la procréation, c'est-à-dire qu'elle est strictement réglementée en France par cette fameuse loi de la bioéthique, et c'est une assistance médicale à la procréation dans le véritable sens du terme. Et elle existe déjà depuis plus de 25 ans. Simplement, malheureusement, elle est assez confidentielle parce qu'il y a très très peu de donneuses. C'est une technique dont des émissions comme celle-là doivent essayer de promouvoir un petit peu des vocations. Et il faut qu'on parle de cette technique qui est une technique qui est un don de vie et un don de bonheur. Ça se passe comment concrètement ? Alors la technique, c'est une personne qui va... En fait, le don doit être théoriquement spontané, volontaire, et on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, gratuit en fait, et anonyme. C'est-à-dire qu'une femme qui a été sensibilisée, soit spontanément, mais c'est plutôt rare, soit dans son entourage parce qu'elle a connu autour d'elle des femmes, des couples qui connaissent des problèmes pour avoir des enfants, va se rapprocher en fait d'un centre d'assistance médicale à la procréation. C'est strictement réglementé. Ce sont des centres dont on peut trouver les coordonnées sur le site donovocyte.fr, et donc elles vont se rapprocher de ces centres-là et on va en fait leur faire subir, déjà les informer de la technique, leur demander un consentement et leur faire surtout subir des examens de santé qui vont permettre d'être certain que ces femmes seront aptes à pouvoir donner des ovules. Est-ce que c'est contraignant de donner un ovule ? Alors, bien sûr que c'est contraignant, parce que, si vous voulez, l'ovocyte, c'est la cellule reproductrice féminine, à l'instar des spermatozoïdes qui sont les cellules reproductrices masculines. Donc, il y a une différence, bien entendu, évidente entre le don de sperme, qui est une technique qui est assez facile, et le don d'ovules. Les ovocytes sont présents sur les ovaires. Donc, la seule façon de les collecter et de les prélever consiste à donner des traitements qui sont quand même assez éprouvants, stimuler les ovaires et en fait faire une sorte de fécondation in vitro à blanc, c'est-à-dire qu'elles vont subir exactement le même traitement comme si elles allaient subir une fécondation in vitro, avec un traitement, des stimulations, une ponction, une anesthésie et tous les désagréments qui en découlent. Donc c'est quand même assez lourd. Et alors après, pour l'implantation ? Alors après, ce qui va se passer, c'est-à-dire que ces ovocytes vont être prélevés. Justement, la loi qui a été révisée permet maintenant que ces ovocytes soient vitrifiés, congelés. Donc, c'est-à-dire que ce stock ovocytaire va être congelé et va être réparti ensuite à des femmes qui pourront recevoir ce don en fonction des ressemblances qu'on va essayer, des groupes sanguins. Donc, ce stock d'ovocytes va être gardé, capitalisé dans chaque centre d'assistance médicale. Mais la fécondation se fait... La fécondation se fera ensuite avec le sperme du mari de la candidate à recevoir un don d'ovocytes, et elle va se passer comme une fécondation in vitro normale, à la différence qu'on féconde l'ovocyte de la donneuse avec le sperme du conjoint, et le petit embryon qui aura, ou les embryons qui auront été obtenus vont être transférés ensuite à l'intérieur de l'utérus de ces dames qui connaissent bien le processus. Alors, Aurélia, vous allez nous raconter votre histoire. Vous avez rencontré votre mari, Benoît, à l'âge de 24 ans. À quel moment vous avez commencé à envisager d'avoir des enfants ? Tout de suite. Tout de suite. Ouais, on sentait qu'on était... Ouais, c'est l'homme de ma vie. J'étais la femme de sa vie aussi. Et on a décidé tout de suite en fait, d'essayer d'avoir un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé au fil des mois ?
On commence à se poser des questions. Au bout d'à peu près 9 mois, on s'est dit, bon, ça vient toujours pas. Et en fait, mon mari a été opéré tardivement des testicules quand il avait 12 ans. Donc on s'est dit, il y a peut-être un souci de ce côté-là. Donc j'ai pris rendez-vous chez une gynécologue. Donc ça a pris quand même quelques mois avant d'avoir le rendez-vous. Et quand j'ai vu la gynécologue, quand on lui a expliqué que les testicules de mon mari n'étaient pas descendus et qu'il s'était fait opérer à 12 ans, elle nous a dit, là, ça coince. Il y a un fort risque quand même de stérilité. Parce que, voilà, c'est pas très très bon comme diagnostic, donc elle nous a prescrit pas mal d'examens. Et les examens ont révélé quoi? Alors moi, tout allait bien de mon côté. J'ai eu une hystérosalpingographie et en fait, qui montrait que tout allait bien, mes ovaires, mon utérus. On a fait des spermogrammes pour mon mari qui ont révélé qu'il y avait un petit côté faiblard au niveau des spermatozoïdes, une quantité un peu moindre que celle attendue, mais il n'y avait rien de catastrophique. Mais ils nous ont quand même conseillé de passer par la PMA. Voilà. Et donc, vous avez fait des tentatives? Oui, on a commencé par des inséminations artificielles, donc en 2008. Donc j'ai eu une première insémination le 24 octobre 2008, qui m'a permis de tomber enceinte. Voilà. Donc, mais malheureusement, j'ai fait une fausse couche à presque un mois de grossesse. Donc c'est-à-dire aux alentours du 20 novembre. Ça a été très dur. Ouais, c'était vraiment très dur. Oui, parce qu'on a le temps de se projeter dans l'avenir pendant un mois. En fait, c'est surtout qu'en fait, ça faisait déjà 3 ans, un peu plus de 3 ans et demi qu'on essayait. Et on se disait, voilà, ça a marché, on a de la chance, ça marche la première tentative. Enfin, nous, on y croyait, on s'était dit, en plus, on nous avait dit vraiment les inséminations, logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà. Et si, voilà, j'ai fait une fausse couche. Donc après, ça a été dur. Hein. J'ai énormément souffert de cette fausse couche, très honnêtement. Parce qu'en plus, mes 2 belles-sœurs étaient enceintes en même temps. Donc en fait, voilà, donc elles ont accouché, une en février 2009, mon autre belle-sœur en juin 2009. Donc j'ai des neveux formidables, mais moi j'aurais dû accoucher en juillet 2009 et ça a vraiment été très dur en fait. Donc après cette fausse couche, vous avez subi 3 autres inséminations. Non, mais je suis pas retombée enceinte, jamais. Vous n'êtes jamais retombée enceinte? Non. Alors que vous ont conseillé les médecins? Là, ils nous ont reconseillé de refaire d'autres examens pour essayer de comprendre un petit peu, parce que j'avais un taux de prolactine qui était trop élevé, donc j'ai fait d'autres examens pour voir si ça allait, donc c'était normal quand j'étais au repos, il n'y avait pas de souci, et j'ai refait ce qu'on appelle l'AMH, en fait, pour déterminer la réserve ovarienne. Et donc j'étais juste à la limite, mais voilà, c'était tout à fait faisable, donc ils nous ont conseillé de faire des fécondations in vitro. Voilà. Juste, vous pouvez nous expliquer la différence entre insémination et fécondation in vitro? Ce sont 2 protocoles d'assistance médicale à la procréation à part entière. Effectivement, l'insémination est un processus qui est plutôt plus facile à réaliser parce qu'il est moins contraignant. Malheureusement, il prend du temps. C'est-à-dire qu'on a dû expliquer à Aurélia que l'insémination, il faut la répéter plusieurs fois, souvent 2, 3, 4 fois, et qu'on ne peut pas être certain que le résultat est au bout. Donc la technique de l'insémination consiste quand même à stimuler les ovaires, de façon moins forte quand même qu'on ne le ferait pour la fécondation in vitro, mais malgré tout, on surveille par des prises de sang, on surveille par des échographies. Le jour J, on déclenche l'ovulation avec les piqûres que tout le monde connaît, que ces jeunes femmes connaissent et que se font allègrement toutes seules. Donc le surlendemain de cette dernière piqûre, elle file au laboratoire. Le conjoint adore ça, mais il va recueillir sur commande un petit échantillon de sperme qu'on va manipuler et préparer pour transférer à ce moment-là une petite quantité de sperme qui aura été préparée à l'intérieur de l'utérus. Mais là, à la différence de la fécondation in vitro, la fécondation va se faire à l'intérieur de l'utérus. Et dans les trompes, c'est ce qu'on appelle une fécondation in vivo. Donc, à la différence de la fécondation in vitro, dont le processus est beaucoup plus lourd, le but, alors que pour l'insémination, c'est d'obtenir 1 ou 2 petits ovules, on est déjà content comme ça. Mais pour la fécondation in vitro, la finalité, c'est de fabriquer beaucoup d'ovocytes, entre 8 et 10 ovocytes, donc des traitements assez forts, contraignants, avec des effets secondaires qui ne sont pas négligeables, donc des surveillances beaucoup plus rapprochées, des prises de sang, des échographies. Et le jour J, une fois qu'on a déclenché l'ovulation, à ce moment-là, la ponction de ces ovocytes va se faire sous anesthésie générale ou locale. On va ramener donc tout ce petit capital d'ovocytes qu'on va féconder à l'extérieur donc du corps de la patiente. On va obtenir des petits embryons qui seront réimplantés selon leur qualité entre 2, 3, voire 5 jours après.
Et si on a la chance que ces embryons étaient de bonne qualité, une partie peuvent être congelés, ce qui peut permettre, si malheureusement la tentative a été infructueuse, de revenir de façon beaucoup plus légère et beaucoup plus naturelle pour tenter de transférer des embryons congelés par la suite. Comment ça s'est passé? En fait, la première fécondation, quand ils m'ont prélevé mes ovules, ils m'ont, entre guillemets, expliqué que j'étais en insuffisance ovarienne précoce, parce qu'ils ont pu prélever que 4 ovules. Et ils étaient tous, alors atrétiques, ça ne va pas vous dire grand-chose, mais en gros, ils étaient tous morts. On ne pouvait rien faire avec. Et donc voilà, et du coup, moi je me rappelle... faire tout ça pour ce résultat-là? Ouais, puis c'est même pas ça, en fait, il y a une phrase qu'une sage-femme m'a dite, en fait, le médecin me l'a dit, et puis moi, je me suis endormie parce qu'on est sous anesthésie générale, donc forcément, on a des moments où on est dans le gaz, et donc moi, j'étais allongée sur le lit, mon mari était à côté de moi, et la sage-femme est rentrée pour voir si moi, j'allais bien, mais j'avais toujours les yeux fermés. Et en fait, là, elle a pris mon mari à part, mais j'entendais tout, en fait. Et elle lui a dit, vous savez, vous aurez des enfants, mais sûrement pas avec votre femme. Et c'est malheureux à dire, mais c'est une phrase qui m'est restée. Parce que je me suis dit, c'est comme si on me disait, vous n'avez pas le droit d'avoir d'enfants et vous ne pourrez pas en avoir. J'étais plus une femme, quoi. Quelque part, c'était ça. Dire ça quand même, ouais. c'est pas possible. Ouais, c'était dur. Donc du coup, c'est vrai que ça a mis un petit peu à mal. Moi, je me sentais plus femme, je me sentais plus en capacité de devenir mère. Et ouais, on a vécu des moments difficiles parce que moi, je lui ai dit, mais vas-y, trouve-toi une autre femme, quoi. Toi, tu peux avoir des enfants, trouve-toi quelqu'un d'autre qui t'en donnera. Et puis en même temps, quelque part, j'avais envie de lui dire, mais si tu pars, moi, je vais me retrouver, j'en aurai pas, quoi. J'aurai pas d'enfants parce que tu vas me quitter. Donc en fait, on se sent pas bien, on sait pas comment prendre les choses. Et c'est vrai que ça a mis à mal notre couple. On a failli se séparer, très honnêtement, en fait. Yvonne? Eh bien, à l'annonce de l'infertilité, le couple est mis à rude épreuve et vous résumez fort bien toutes les étapes que traverse le couple face à ce problème qui est terrible. Pourquoi? Déjà, la femme se sent plus femme, elle se sent impuissante et ça touche vraiment à sa féminité. Je ne suis pas capable de donner un enfant à l'homme que j'aime, donc par amour pour lui, je suis capable de le quitter. Donc ça, c'est un acte d'amour, mais par amour, vous avez envie de le dire. Ensuite, le couple est mis à rude épreuve. Pourquoi? Parce que c'est un projet, on a l'impression que vous n'y arriverez jamais. Vous êtes face à face avec une forme de néant, une attente anxieuse. Elle est là, l'attente, mais quand l'enfant va-t-il arriver? Et ensuite, il y a aussi un autre élément, c'est-à-dire que l'incapacité à devenir mère fait que la sexualité devient quasiment stérile. Vous êtes scandé par, je vous dirais presque, votre sexualité est sur le regard de la médecine. Vos rapports sexuels sont ponctués par les rapports médicaux, les horaires, etc. Il n'y a plus de spontanéité. Donc le couple, effectivement, est fragile. En revanche, quand les deux partenaires ont quelques difficultés, ça peut renforcer le couple. Mais il est vrai que dans les cas de procréation médicalement assistée, bien souvent, les couples ne résistent pas, n'est-ce pas, docteur Lévy? Tout à fait d'accord, Yvonne. C'est un parcours du combattant. Voilà. Alors, la seule possibilité qu'il vous restait, c'était le don d'ovocytes. Donc, par quelles étapes psychologiques vous êtes passé avant d'envisager cette possibilité? On se pose beaucoup de questions. Mon mari, lui, il était très clair. Il voulait que je sois enceinte, que je vive la grossesse, que je connaisse tout ça. Mais moi, il a quand même fallu que je me pose la question de me dire, je vais quand même abandonner mon patrimoine génétique, donc est-ce que ma fille me ressemblera? Est-ce que je trouverai des traits chez elle? Est-ce que elle me reconnaîtra comme sa mère? Parce qu'on se pose quand même la question, même si, maintenant que j'ai vécu une grossesse, je sais que ma fille me reconnaît à 1000%, je dirais, comme sa mère, parce qu'on porte son enfant, mais c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions, puis même de savoir qu'est-ce qu'on va lui dire après, comment on va lui expliquer notre histoire. Mais bon, très vite, ça reprend le dessus. On se dit, de toute façon, on veut un enfant, notre couple, on était heureux tous les deux, mais il nous fallait un enfant. C'est plus fort que tout, en fait, au final. Malika, vous vous êtes aussi posé ce genre de questions? Oui, forcément, exactement les mêmes, en fait. Est-ce que mon enfant va me ressembler? En fait, on fait... en fait, vous avez la réponse à cette question-là, parce que votre enfant ne peut pas vous ressembler. Oui, puisqu'il n'a pas le même patrimoine. On a envie génétique. qu'il ait quand même il y a quand même des mimiques, des choses comme ça qui font que on reconnaît. Moi, il y a des choses que je fais, je vois reproduit. Donc en fait, quelque part, au final, on sent que ça va. Oui, c'est vrai parce que vous l'avez porté. Je veux dire, c'est vrai qu'il faut faire le deuil de la filiation génétique. C'est pour ça que ça impacte
aussi le reste de votre famille, pas seulement le couple. Mais néanmoins, comme un enfant, il y a des enfants adoptés qui ressemblent à leurs parents, le mimétisme est très très important. Et en plus, vous l'avez porté pendant 9 mois, on sait désormais que l'embryon entend, ressent, sent. Et il a baigné, votre enfant a baigné dans votre liquide amniotique. Donc c'est vrai qu'il faut faire le deuil, mais une fois que l'enfant est là, je pense que vous oubliez très vite cette filiation génétique. Mais en revanche, ce que vous soulignez, qui me paraît très important, c'est la question du secret. Comment dire à un enfant comment est-il né? Donc la question de sa naissance se pose à un moment donné chez les parents. Quoi lui dire? Et la réponse? Alors je pense qu'il faut lui dire très tôt, oui. Ouais. Je pense qu'il faut lui dire très tôt, mais en termes très imagés, ça libère les parents. Ils ne sont plus porteurs de ce secret, donc ils ne sont plus emprisonnés là-dedans. L'enfant, on ne sait pas s'il a compris, mais en tout cas, vous l'avez dit. Moi, pendant ma grossesse, je lui en parlais, parce que je sais qu'ils ressentent quand même des choses quand ils sont dans notre ventre, et même là, à l'heure actuelle, de temps en temps... C'est peut-être un peu tôt, non, pendant la grossesse? Oui. Non, mais du coup, là, je lui en parle quand même. Je lui dis, tu sais, maman et papa, ils sont passés par des étapes, donc voilà. Et puis, comme on a l'intention d'avoir un deuxième don, des fois, je lui dis, tu sais, alors si on essaye de te faire un petit frère ou une petite sœur, voilà. Mais juste, même je sais qu'elle comprend pas pour l'instant, mais c'est pour qu'elle sente l'intention qu'on y met et que voilà. C'est l'intention qui est importante, parce qu'après il risque de se mettre en place une forme de colère à l'adolescence. On peut dire oui, mais qui est finalement mon père, qui est ma mère, enfin bon. Donc je crois qu'il faut pouvoir, d'une manière intentionnelle, lui dire cette petite graine ne m'appartient pas, mais je t'ai porté, etc. Donc romancer ce genre de choses. Alors Malika, vous êtes enceinte de 5 mois. Hein, c'est ça. Donc tout va bien, il n'y a plus de crainte aujourd'hui. Toujours un peu de crainte. Ouais. C'est jamais très serein, quand même. Nous, voilà, le jour où, enfin, pour nous, le jour clé, c'est la naissance, en fait. Tant qu'il ne sera pas là, dans mes bras, en train de crier, pleurer, me réveiller la nuit, voilà, je serai jamais sereine jusque-là. En tout cas, on essaye de relativiser au maximum et de vivre quand même la grossesse. Mais c'est une grossesse au jour le jour, quoi. Alors, vous me disiez tout à l'heure, vous étiez tous les deux atteints d'une maladie génétique. De quelle maladie s'agit-il? Donc, c'est la cytopathie mitochondriale. Et donc, en fait, nous sommes tous deux porteurs sains de cette maladie. Et ça, nous le savons depuis donc 2016, donc depuis 1 an et demi maintenant, où les études ont permis de savoir qui le transmettait. Et, les deux. C'est les deux, voilà. En fait, vous l'avez su justement à l'issue des problèmes que vous avez rencontrés. Vous avez passé des tests. Alors oui, parce que du coup, décès du premier enfant, donc s'ensuit beaucoup d'examens, suivi génétique, voilà. Et puis c'est très long. On a tellement de gènes que pour trouver le gène responsable, voilà, ça demande beaucoup de temps. Et puis sur la deuxième grossesse, on n'avait toujours pas de résultats en fait. Donc voilà, il y a eu quand même un suivi génétique. On nous a annoncé tout de même un risque sur 4 que ça se reproduise, mais ça c'est propre à chacun, à chaque conception en fait. Donc on s'est dit voilà, c'est arrivé une fois, ça arrivera pas 2 fois, on continue. 1 sur 4, c'est pas grand chose. Et puis finalement, voilà, verdict tombé après la naissance de Lila, la deuxième, pareil. Même maladie, et donc voilà, nos 2 enfants sont restés dans les hôpitaux de la naissance jusqu'à leur décès. Combien de temps après leur naissance? Tous les 2 mois, enfin environ 2 mois. Ouais. Alors c'est en images que nous allons découvrir votre histoire, des images bien sûr émouvantes que nous commenterons juste après. Malika a 22 ans lorsqu'elle tombe enceinte de son premier enfant. La grossesse se déroule sans aucun problème. Le 10 juillet 2007, elle donne naissance à Mathis. Mais rapidement, les médecins réalisent qu'il a de graves problèmes. Mathis ne peut pas respirer sans assistance. Fin août, le verdict tombe. Mathis est atteint d'une maladie génétique, la cytopathie mitochondriale, dont ses parents sont porteurs sains, mais ont transmis le gène malade à leur enfant. Le 6 septembre 2007, Mathis décède. Malgré ce drame, en juin 2011, Malika retombe enceinte, sachant qu'elle a une chance sur 4 que la maladie se déclare à nouveau chez son bébé. Le 19 février 2012, elle met au monde Lila. Malheureusement, la petite souffre de la même maladie que son frère et décède également au bout de 2 mois. Malika et Nicolas perdent tout espoir de devenir un jour parents. Merci. Ouais, j'imagine que... Enfin non, on ne peut pas imaginer ce que ça représente.
On voit que la douleur est encore évidemment là. Comment vous avez fait pour vous remettre tout ça? Vous avez été soudés ensemble? Tous les Ou deux. vous avez été séparés, murés dans votre douleur? Chacun comment? On a vécu ça tous les deux. Bon, il y a la famille quand même, les amis, mais ça restera toujours à vie, quoi. Il y aura... Enfin, ils seront toujours là, quoi. Mathis et Lila. Donc ouais, c'est dur. C'est pas facile. Est-ce que votre couple a été mis à l'épreuve? Bien sûr. Bien sûr, on se demande si on va pouvoir réussir à avancer dans la vie, à créer une famille, comme tout le monde. C'est douloureux. Le deuil n'est pas fait encore. Ah, c'est fort que vous soyez là aujourd'hui, alors. Ouais. Ça devait pas être évident, j'imagine. Ouais, c'est... Donc, un couple fragilisé, et puis vous avez dû vous poser des questions aussi sur le fait que vous étiez tous les deux porteurs de cette maladie. Donc, en vous disant, est-ce qu'on a des raisons de rester ensemble alors qu'on fait prendre ce risque à un enfant? J'imagine que ça fait partie des questions qu'on se pose. C'est ça. En fait, il y a un moment donné, on se dit, faut qu'on arrête parce qu'en fait, la vie ne veut pas. Et nous, on s'acharne. Et on paye à chaque fois. Mais on y retourne encore, en fait. Et il y a un moment donné, oui, où on se dit, après la deuxième fois, peut-être falloir qu'on arrête de s'acharner et après, moi, je pensais que se séparer, c'était une facilité. C'est facile de séparer et voilà, d'aller voir ailleurs. Et puis, voilà. Mais je pense que voilà, aujourd'hui, on a trop de choses en commun, on a trop de choses qui, finalement, tous ces malheurs nous rapprochent. Bien sûr. Et je me vois mal partager ma vie avec quelqu'un d'autre et du coup, tout recommencer, tout refaire, quoi. En fait, c'est voilà. Donc, je pense que oui, finalement, tout ça nous a rapprochés. Et on s'est quand même soutenus mutuellement. Mais en revanche, peut-être, Malika, il y a, par rapport à ce qu'on a vu de vos deux enfants, vous avez des difficultés à vivre sereinement par rapport à ces deuils, votre grossesse, tant qu'ils ne sont pas là, tant que, au fond même, vous n'avez pas passé les 3 mois. C'est anxiogène, c'est comme si votre grossesse était hautement précieuse. Chaque instant, vous vous écoutez, vous regardez, enfin bon. Donc ça s'appelle, je crois d'ailleurs en termes médicaux, des grossesses hautement précieuses. Tout à fait. C'est pas fini, j'imagine que ça sera la même chose après la naissance du bébé. Ah ouais, mais chaque jour est une étape. Hein. Je ne sens pas bouger pendant 1 heure, je me dis, c'est bizarre. Je commence à avoir un peu trop mal à la tête, je me dis, oh là là, mais je pense tout de suite à ce que j'ai mangé, ça devient... Donc j'essaye évidemment de... En fait, vous n'avez pas de raison d'avoir d'inquiétude là pendant la grossesse ni après. Normalement non, mais pour moi aujourd'hui une grossesse c'est toujours un risque. Finalement, risque de perdre. Vous êtes toujours dans la peur de la perte. C'est ça qu'il faut travailler. Tout est scandé par la perte. Si j'arrivais encore si je le perdais encore, eh bien non, vous n'allez pas le perdre. Qui vous a parlé du don d'ovocytes pour la première fois? La première fois, du coup, c'est notre généticienne qui nous a suivis. Donc suite au décès de Lila, forcément un suivi génétique renforcé. Et elle nous a parlé de la seule solution qui se ferait à nous, puisqu'à ce moment-là, il n'avait toujours pas décelé le gène responsable, donc aucun moyen de détecter. Et voilà, on a fait le rendez-vous, elle nous a donné les solutions. Oui, bon, d'accord. C'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé. C'était flou, c'était pas. Puis ça paraissait tellement long, l'attente. Elle nous avait parlé de tout ça aussi. On vient de perdre un enfant, on n'a pas envie d'attendre, quoi. Franchement, on veut finalement, on veut enlever ce manque qu'on a eu d'un coup. On veut le récupérer, quoi. Donc, quand on nous parle de 1 an, 2 ans d'attente, mais et pourtant, médicalement, c'est pas beaucoup. Mais pour nous, à la maison, dans notre vie, c'est long, quoi. En même temps, il faut le temps quand même d'un deuil aussi. Voilà, c'est ça. Donc, la première fois, ça a été la généticienne. Et puis, après, ça a été notre amie Élodie qui nous en a parlé. Mais alors pourquoi un don d'ovocytes? Ça aurait pu être un don de sperme? Oui, alors parce qu'en fait, à ce moment-là, vu qu'ils ne savaient pas qui transmettait le gène, on nous a dit c'est majoritairement les femmes qui transmettent cette maladie-là, ce gène-là. Donc, le don d'ovocytes, c'est la meilleure solution pour vous. Au pire des cas, si c'est monsieur qui transmet, le seul risque que vous puissiez avoir, c'est d'avoir un enfant porteur sain. Comme nous sommes aujourd'hui, en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'on nous a orientés sur ce chemin-là. Et si vous aviez dû choisir, vous auriez choisi quoi? Entre le don de sperme et le don d'ovocytes.
Moi, enfin, là, c'est plus à lui de répondre parce que du coup. C'est mieux le don d'ovule par rapport à... Ah oui. Le Non, côté ça, macho. On n'est pas grand-chose et en plus, si c'est un don de sperme, là, on est mis à côté, quoi. On est rien, quoi. Mais alors, vous n'acceptez pas que votre femme soit mise à côté. Non, voilà. Non, ça, moi, j'aurais pas compris. Enfin, j'aurais pas compris, si, mais je veux dire, j'aurais pas. Même si ça avait été un don de sperme, j'aurais été mal vis-à-vis de lui parce que j'aurais cette pensée de me dire. Peut-être que lui pense que c'est pas son enfant parce que c'est pas son sperme, il n'y a pas son ADN, il n'y a pas voilà. Et puis il ne porte pas. Et il le porte pas. Et Mais ça, je pense c'est qu'on toute vous la a différence. forcé un petit peu à prendre cette décision dans la mesure où on vous a expliqué que c'est plutôt vous qui transmettiez le gène et que vraisemblablement, si vous aviez un enfant issu donc de vos gènes, cet enfant serait atteint. Alors qu'effectivement, si c'était effectivement votre mari, donc je pense qu'on vous a forcé un petit peu à prendre la décision et donc le choix ne vous incombait pas totalement en fait. Donc aujourd'hui, étant donné que le gène responsable est connu, on pourrait entre guillemets avoir le choix de choisir le don d'ovocytes ou le don de sperme. Les deux seraient faisables. Mais à l'époque, voilà, c'était pas connu. Alors après, vous devez vous dire que vous le portez. Alors Ouais, que voilà, c'est ça. donc il y a Ça aussi fait toute ça la qui entre différence, dans hein. le choix. Ouais. Et aussi, dans un couple, c'est souvent la femme qui surprotège le mari parce qu'elle se sent impuissante à devenir mère. Donc, il y a un phénomène de protection intensive vis-à-vis du conjoint. Votre mari, il aurait choisi sperme. quoi s'il avait été confronté à ce choix? Ah, lui, peu importe, que ce soit un don d'ovocyte, don de sperme. Du moment qu'on avait un enfant, ça le dérangeait pas du tout, en fait. Parce que lui, en plus, il s'y était préparé, parce qu'au début, on lui avait dit que c'était sûrement lui qui avait des problèmes. Donc, il s'était dit, voilà, si on doit en passer par là, on en passera par là. Voilà. Alors, fin mai 2011, vous vous êtes donc inscrite sur la liste d'attente pour recevoir un don d'ovocytes. Oui. Quels étaient les délais? On nous a annoncé des délais de 3-5 ans. Pour avoir Combien 3-5 ans pour bénéficier d'un don. Ouais. Alors là, vous avez dû être effondrée. On s'est dit, en fait, pas effondré. On a quand même pensé à se dire, on va peut-être aller à l'étranger, sauf que ça a un coût. Il faut, enfin voilà, c'est quand même. À l'étranger, c'est plus rapide? Ah oui, l'étranger, c'est beaucoup plus rapide, mais bon, c'est entre 6 et 10 000 euros, on va dire, ça dépend des endroits où vous allez, mais ça a un coût et qu'on n'avait pas forcément envie d'assumer, pas dans le sens où on voulait pas d'enfants, c'est pas ça, mais on voulait continuer à construire quelque chose. Donc nous, on a décidé de faire construire notre maison. Enfin, il y a toute une chose qui se met en place où on se dit, oui, on veut un enfant, mais allez, on va patienter, on va y arriver. Enfin, voilà. On s'est dit, puis ça va nous laisser aussi le temps de... Parce qu'en fait, notre couple, il a quand même été mis à mal. On s'est dit, ça va nous laisser le temps aussi de nous retrouver, de nous ressouder, de nous recentrer sur nous. Donc... C'est vrai que beaucoup de femmes se tournent vers l'étranger, docteur Lévy, pour Alors, avoir... Aurélia vient de donner la raison principale, c'est-à-dire que les délais d'attente qui sont extrêmement longs, et également le fait que la barrière en fait est fixée, encore une fois, sur cet âge, j'ai envie de dire l'âge normal pour procréer, et qui est de 42 ou 43 ans. Donc si une femme a 37, 38, 39 ans, on va faire une demande et qu'on lui dit qu'elle a 4-5 ans d'attente, donc effectivement, elle aura tendance à vouloir plutôt aller à l'étranger parce que les délais seront réduits. Bon, pourquoi c'est si long les délais en France? C'est parce qu'il y a peu de c'est qu'il y a très peu de donneuses. Le stock d'ovocytes disponible est très... Il y a peut-être... Et pourquoi il y en a plus en Espagne, par exemple? Parce qu'il y a une différence. La différence tient essentiellement au fait que les donneuses en Espagne, c'est tout à fait légal, hein, c'est pas du tout... sont rétribuées, en fait, pour compenser. C'est une sorte de compensation financière pour la pénibilité du don. Et pourquoi c'est pas envisageable en France? Parce qu'en France, la fameuse loi de la bioéthique, interdit toute commercialisation, toute marchandisation du corps humain, et on considère que rémunérer des donneuses serait comme si on leur achetait leurs ovocytes. Donc ce que la loi accepte, c'est qu'on prenne en charge leur traitement, qu'on prenne en charge en fait leur déplacement, qu'on prenne en charge l'absentéisme, on leur donne des arrêts de travail. Mais on ne rémunère pas en France, on ne rémunère pas le don de sperme, on ne rémunère pas le don du sang, on ne rémunère pas un don d'ovocytes. C'est l'affaire de combien de temps pour une donneuse? Ça se joue sur un mois ou c'est beaucoup plus long? Globalement, quand une femme veut donner, théoriquement dans les 3 mois, elle peut être donneuse d'ovocytes. C'est pas rien quand même. 3 mois d'examen, de traitement, d'hormones. Contraignant.
c'est contraignant, donc c'est un véritable sentiment d'altruisme, de générosité, de don de soi, et ça doit être mûrement réfléchi. Alors justement, en parlant d'altruisme et de générosité, en France, il y a une solution pour passer en tête de liste et pour que ça aille plus vite. En fait, il faut que le couple demandeur du don ramène, entre guillemets, une donneuse de son entourage, parmi ses amis ou sa famille, pour qu'elle puisse faire un don et qu'on puisse remonter sur liste d'attente. Mais en sachant que le don qu'elle fera ne vous est pas destiné. Non, du tout. Pourquoi? C'est pour éviter qu'il y ait des... D'abord, il ne peut pas y avoir de lien de filiation connu. C'est-à-dire qu'on veut garder... Cet anonymat doit être absolument préservé pour ne pas créer des relations faussées plus tard, que la donneuse puisse avoir un doigt de regard sur l'enfant qui est né, qu'il y ait des relations qui soient, j'ai envie de dire, totalement faussées. Donc on préserve cet anonymat, c'est obligatoire. Et je pense que... D'ailleurs, quasiment tous les pays en Europe qui le font respectent cet anonymat. Je pense qu'il n'y a qu'en Belgique où les donneuses ont le droit d'accepter qu'on lève l'anonymat. Mais moi, je pense que c'est une solution qui est quand même plus raisonnable. Donc, alors, en gros, vous essayez de convaincre quelqu'un de votre entourage, et à partir du moment où vous avez trouvé une donneuse, votre dossier est mis sur le dessus de la pile. Oui, et donc, du coup, ça peut se faire plus rapidement, c'est-à-dire, vous gagnez combien de temps? On gagne 6 mois, enfin, on reçoit le don, enfin, dans mon cas, 6 mois, 1 an plus tard. Voilà. Donc vous avez demandé autour de vous? On en a parlé à des amis. Et donc j'avais une de mes amies proches qui m'avait dit moi, il n'y a pas de souci, je fais le don pour toi. Sauf qu'elle arrivait à l'âge fatidique des 37 ans. Et le temps qu'elle se renseigne, que ça se mette en place, c'était trop rapproché. Donc elle ne pouvait pas faire le don. J'ai une autre amie qui s'est proposée, petite Virginie, je t'embrasse si tu me vois. Et qui, par contre, elle n'a pas pu faire de don. Elle a fait les démarches, elle a commencé à se renseigner. Elle est allée faire les examens sur Amiens. Sauf qu'elle avait malheureusement des cas de sclérose en plaques dans sa famille. Donc voilà, ce qui est normal, ils n'ont pas pu la prendre parce qu'il y a un risque. Quand on fait un don, c'est pas pour transmettre à l'enfant, enfin aux parents, un enfant qui aurait cette maladie-là quand même. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi, il y a des femmes qui veulent donner, mais malheureusement qui sont, on va pas dire refoulées, c'est pas le mot, mais qu'on n'accepte pas justement en raison de ces problèmes. Alors dans les deux cas, elles avaient des enfants? Oui. Déjà? Oui. Dans les deux cas. Et vous avez fini par en trouver une marraine? Ça s'appelle des marraines. Oui, des marraines. Oui, mon amie Laetitia, qui nous, je ne sais plus, au cours d'une discussion, qui nous a dit « Mais pourquoi tu ne m'as pas demandé à moi ?» Et je dis parce que, voilà, c'est pas que c'est compliqué, mais on n'aime pas forcer la main non plus, parce qu'on avait déjà des copines qui s'étaient proposées, qui nous ont lâchés, enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai qu'un jour où j'étais pas bien, on en a discuté, elle m'a dit « Mais moi, je te le fais 100 fois si tu le veux, le don, il n'y a pas de souci. » Enfin, elle m'a dit « Mais je comprends même pas que tu me l'aies pas demandé. » Je dis « Ouais, mais en fait, on a eu tellement... Voilà, on a eu des échecs, on a eu malheureusement celles qui s'étaient proposées qui ne pouvaient pas faire le don, et d'autres qui se sont désistées, entre guillemets, quand on en a reparlé, alors qu'avant, c'était il n'y a pas de souci. Donc, au final, à un moment donné, on n'osait même plus demander à personne. Voilà, quoi. Et c'est elle qui s'est proposée. Et vous, Malika? Moi, j'ai pas eu à chercher, elle est venue toute seule. Ouais. Elle est venue toute seule à moi. Elle est venue spontanément, elle s'était renseignée auparavant et elle est venue me voir. Elle me dit, moi, je suis là pour vous. C'est quelqu'un qui est très proche, voilà, depuis 15 ans, et donc qui a vu Mathis, qui a vu Lila, qui a vu notre détresse et qui, voilà, spontanément est venu. Est-ce que vous l'auriez fait pour quelqu'un d'autre? Ah oui, moi aussi, je l'avais fallu, oui. Vous l'auriez fait aussi? On y avait pensé, en fait. Je sais pas. Ouais. Je pense qu'on le fait beaucoup parce qu'on est touché ou concerné par quelqu'un de notre entourage. Ouais. Alors, oui, si j'avais été touchée par quelqu'un de mon entourage, peut-être, oui. Je dis pas. Mais comme ça, spontanément de moi-même, déjà, encore faudrait-il être au courant que ça existe. Bah, on est là pour ça. Hein. Oui, ça tombe bien. C'est bien. Pour susciter des vocations de bonnes fées, de marraines. Tout à fait. En tout cas, vos deux bonnes fées, Laetitia et Élodie, sont avec nous. Aujourd'hui, on va les accueillir. Alors bonjour et bravo, d'ailleurs on peut applaudir. Alors
Laetitia, comment vous avez réagi lorsque Aurélia vous a parlé de cette demande? Enfin, elle me disait que vous ralliez parce qu'elle ne vous l'avait pas demandé plus tôt. Oui, parce que on était assez, pour moi, on était assez proches, on se connaissait depuis assez longtemps. Donc, quand elle m'a pas demandé, j'étais un petit peu vexée parce que, voilà, pour moi, c'était plus qu'une amie et je lui ai dit qu'elle avait lieu à me demander parce que, pour moi, je trouvais ça tout à fait normal parce que moi, j'avais déjà des enfants, donc je ne conçois pas une Vous en femme aviez sans combien enfants. d'enfants? Quand je lui en ai parlé, j'avais 3 enfants. Ouais. Donc, je ne trouvais pas normal que... Vous étiez au courant de ce que ça représentait comme investissement? Au début, non. Mais j'étais prête à le faire pour elle. Ouais. Ça vous a gêné quand vous avez compris que votre ovocyte serait donné à une inconnue? J'imagine qu'au départ, vous avez pensé que votre Au ovocyte... début, je pensais que c'était pour elle, donc ça ne m'aurait pas gênée. Mais quand j'ai su que c'était pour quelqu'un d'autre, un petit peu, mais je me suis dit, je vais faire le bonheur d'une autre maman, donc c'était le principal. Qu'est-ce qui vous a décidé finalement? Qu'elle soit heureuse et qu'elle ait une grossesse. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous en termes de temps, d'inconvénients? Ça a été très contraignant? Alors le fait que moi c'était contraignant, c'est que je ne connaissais pas, je connaissais rien du côté de mon papa, donc il a fallu que je fasse des recherches. Ça a demandé du temps. Ouais. Après, le fait que j'habitais sur Harcourt, donc j'avais 300 km pour aller jusqu'à Amiens, donc c'est compliqué. Après, ça a été le protocole des prises de sang, parce que j'ai peur des prises de sang. Voilà, donc... Oui, donc c'est quand même pas rien pour vous. Non, dans votre cas, c'était vraiment donc, un vrai don. Hein, oui. Un vrai don d'amitié. Ouais. Hein, c'est comme ça que vous l'avez vécu? Ah ouais, moi c'est même plus, c'est de l'amour quoi. À ce stade-là, c'est même plus de l'amitié, c'est presque ma sœur en fait au final. Ouais. C'est joli, ça crée des liens de sang. Pour Un le lien coup. de famille, un lien filial, pardon, un lien, oui, de frère, sang, sœur, d'un lien de sang, voilà. Ouais. Ah. Oui, donc sur le fait que la mère, qu'on ne puisse pas choisir la mère, vous trouvez que c'est plus, vous disiez tout à l'heure que c'est plus raisonnable. Que ça me paraît plus raisonnable. Parce que vous pensez que ça peut après, ça pourrait engendrer des histoires. Oui, des histoires, parce que rien n'est simple dans une vie. Ce qui est tout simple aujourd'hui peut devenir plus compliqué dans quelques mois, dans quelques années. Donc je pense qu'il faut garder un petit peu ce fossé impénétrable pour garder un mystère. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez qu'on ne dit pas, en fait, aux donneuses d'ovocytes si, en fait, elles ont produit des ovocytes, si ces ovocytes ont été mis en culture et si elles ont pu obtenir, en fait, si elles ont pu, des enfants ont pu naître de leur don d'ovocytes. Donc on garde encore plus un mystère pour que justement elles ne soient pas éventuellement déçues si par hasard elles savent que ça n'a pas marché ou qu'au contraire peut-être qu'elles n'investissent pas trop peut-être dans une grossesse où elles vont peut-être fantasmer sur cet enfant qu'elles ne verront jamais mais qui est peut-être quelque part autour d'elles. Donc c'est pour ça qu'on maintient une sorte de secret comme ça également sur la réussite du projet. On ne leur dit pas. D'ailleurs, il y a des cauchemars qui sont récurrents chez les femmes qui attendent un enfant par don d'ovocytes. C'est-à-dire qu'on va leur rapter l'enfant. Finalement, il y a des fantasmes d'adultère, comme si elles vont perdre l'enfant, on va venir le chercher. Donc vous voyez, c'est d'où la notion du secret. Il y a des études qui prouvent que ces cauchemars sont récurrents. Je ne sais pas si... Oui, si, ça m'est arrivé plusieurs fois. Oui. Voilà. Vous aussi? Oui, moi, en plus. Oui, si, j'ai fait quelques cauchemars. Ouais, oui. Est-ce qu'il y a une vague notion de traçabilité quand même sur les ovocytes? Par exemple, est-ce qu'une femme blanche peut donner son alors c'est ovocyte? évident qu'on va apparier, qu'on va essayer, c'est évident. C'est pour ça, une des raisons qui explique que les délais d'attente peuvent être longs, c'est qu'on va essayer de faire en sorte qu'une femme une donneuse qui mesure 1m80, elle ne va pas donner un ovocyte à une femme qui mesure 1m50. On va essayer, quand même, on essaie de respecter on va essayer de certaines voir un petit peu les ressemblances, les groupes sanguins, la carnation de peau, la couleur de peau, la couleur de cheveux, autant que faire se peut, bien entendu, parce qu'on ne trouvera jamais la sœur jumelle de la receveuse. Voilà, ce n'est pas possible. Votre fille, elle est très brune. Oui, comme son papa. Il est très brun, lui Ah oui, aussi. il est très très brun. Ouais, c'est le portrait de son père. Alors, la fée numéro 2, Élodie. Qu'est-ce que vous saviez, vous, sur cette technique avant de proposer à Malika de la marrainer?
J'avais fait des recherches sur Internet, donc j'avais regardé un petit peu justement en quoi ça consistait. De fait de leur histoire, ça m'avait poussée à regarder un peu plus. Et puis en discutant aussi avec une autre amie, elle m'avait informé un petit peu aussi sur ce don d'ovocytes pour elle, quoi. Et dans le coup, ça m'est venu tout de suite à l'idée. Je l'ai appelée, j'ai dit bon allez, il faut qu'on se voit. Et je suis allée la voir et puis je lui ai dit bon écoute, la solution elle est là. Donc on y va. Et puis voilà, c'est fait naturellement. Il y a pas eu. Vous aviez combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Et ça a été difficile le parcours? Le parcours en lui-même, effectivement, il peut être un petit peu compliqué au niveau organisation. Parce que avec le travail, les enfants, il y a quand même des rendez-vous à faire. Donc, et c'est surtout de ne pas expliquer à son patron les absences. Donc donner des absences pour cause personnelle. Vous ne pouvez pas l'expliquer? Disons que tout le monde n'est pas pour non plus et ne le perçoit pas bien. Donc c'est pour ça effectivement qu'on en parle aujourd'hui, mais ça peut aussi être mal perçu. Donc dans le milieu professionnel, je ne souhaitais pas trop en aborder le sujet. Voilà. Alors, on va parler de ce grand jour, le jour où vous avez accouché, le 15 mai 2015. Oui. Coup de 15. Oui. Quel souvenir vous gardez de ce jour-là? Ça a été une grande étape parce que ma fille est venue avec une semaine de retard. Donc voilà. Et j'ai eu 33 heures entre le déclenchement et l'accouchement. Donc ça a été très long. Donc fatiguée. J'étais vraiment fatiguée, surtout que... elle est sortie avec les forceps, donc mon mari n'a pas assisté au dernier moment, au moment de l'accouchement, parce qu'elle avait le cordon autour du cou. Et derrière, moi j'ai fait une hémorragie, donc ça a été un peu compliqué. Je l'ai très très peu vue juste après la naissance. Rien ne vous aurait été épargné. Non. Et elle a fait un pneumothorax, donc elle est partie 3 jours en néonate. Oh là là. Donc ça a été, ça a été dur. Bon, rien comparé à vous, hein, honnêtement. Voilà. Mais ça a été dur. Mais après, elle était là, donc c'était l'essentiel. Surtout que après, on nous a dit, ne vous inquiétez pas, le pneumothorax, c'est pas grand-chose, ça se remet vite. Voilà. Donc, comment vous avez vécu les premiers jours chez vous avec elle? C'était magique. C'était irréel. Hein. Je la regardais dormir, je regardais si elle respirait. J'ai profité de tous les moments. Alors mon mari, il a passé 1 mois avec nous parce qu'il a pris 1 mois de vacances, les 14 jours de paternité, puis 15 jours de vacances derrière. Pour rester tout le temps là. Ouais, pour qu'on en profite au maximum. Alors justement, il n'a pas pu se libérer pour être avec nous aujourd'hui, mais nous sommes allés recueillir son ressenti. On l'écoute. Benoît partage la vie d'Aurélia depuis 11 ans. Ensemble, ils ont surmonté toutes les étapes douloureuses qui ont précédé le don d'ovocytes. Au début, on va dire qu'on espère que ça vienne très très rapidement, grâce au protocole et avec tout ce qu'ils font maintenant. Et au fil du temps, on voit que c'est long. À un moment donné, on baisse les bras. C'était quelque chose de difficile, plus pour Aurélia que pour moi, parce que ça doit être dur, très très dur à supporter de savoir qu'on ne peut pas donner quelque chose de soi-même, et alors que normalement ça devrait être une fusion des 2 personnes. Vous n'êtes pas senti désemparé? Oui, effectivement. Un jour, on nous a dit tout simplement que je serais mieux de quitter ma femme et de partir avec quelqu'un d'autre. Mais non, quand on tient quelqu'un, on va jusqu'au bout. Vous avez dû passer au don d'ovocytes. Comment vous avez appréhendé ça? Le don d'ovocytes a été très difficile au début, parce que je me suis dit que c'était pas une partie d'Aurélia. Mais on se dit qu'elle va le porter. Ça sera quand même son sang. Donc c'est quelque chose de magique, et de voir sa femme évoluer au fur et à mesure. Et là, c'est bien, quoi. C'est le plus beau moment. Ça a été très dur pour Aurélia. Du coup, comment vous avez géré le couple? J'ai géré effectivement un petit peu le couple de façon à être positif. Je vais tout le temps essayer de lui dire non, t'inquiète pas, ça va aller, il faut attendre, et tout le temps la booster. Je me suis pas permis de m'effondrer, m'écrouler. Après, quand on a eu notre fille, je me suis dit ça y est, on est au bout, et ça fait du bien.
Il est bien ce gars-là. Hein. Ah ouais, je l'aime. Ça vous fait quoi de l'entendre revenir sur tout ce que vous avez traversé? Il n'en parlait pas beaucoup, donc en fait, ça me fait quand même quelque chose parce que c'est vrai qu'il a toujours porté. Moi, je me suis écroulée beaucoup plus souvent que lui, même si de temps en temps, c'est vrai qu'il m'a montré un peu ses failles. Et j'ai appris bien après qu'il en parlait autour de lui, ses frères, des collègues à lui, mais. C'est vrai qu'à moi, il ne voulait pas montrer que... Ouais. Donc vous deviez le reprocher, hein. Vous deviez vous dire, ouais, lui, il ressent rien, alors que moi, non, mais je lui disais, mais il faut que tu m'en parles, dis-moi quelque chose, parce que je ne sais pas ce que tu ressens. Et bon, il y a des fois, je voyais bien qu'il n'était pas bien, parce que voilà. Ça vous arrivait tous les deux d'avoir ce genre de discussion aussi? Oui, d'essayer de discuter et de tirer les vers du nez, comme on dit. Et voilà, c'est difficile. Et moi, je parle beaucoup, peut-être beaucoup trop, et lui, pas assez. Donc du coup, mais j'ai besoin de savoir ce qu'il ressent, ouais. C'est vrai, Yvonne, qu'on est très différents, les hommes et les femmes, dans ce type de situation. Très différents. Les hommes, souvent, sont intériorisés, n'arrivent pas à mettre des mots sur leur souffrance. Les femmes ont besoin d'exprimer, d'expulser d'ailleurs, d'expulser leur mal-être. Et l'homme, il intériorise beaucoup plus. Ce qui fait que les échanges sont difficiles. Voilà, il faut deviner. Alors Aurélia, vous êtes tombée enceinte du premier coup, et pour vous, Malika, les choses ont été un peu plus compliquées. Vous avez dû être inséminée 3 fois. Oui, 3 fois. Le premier transfert a eu lieu en septembre 2014, de 2 embryons, donc qui n'ont pas tenu. Il y a eu donc en fait la donneuse avait donné 3 ovocytes. Donc les 2 premiers ont été implantés, le 3e a été congelé, hein, voilà. Et donc suite à l'échec du premier, en novembre 2014, donc assez rapidement quand même, j'ai eu l'autre transfert et ça n'a pas marché non plus. Et donc, suite à ça, nous... Ça, vous dites ça comme ça, mais à nouveau, c'est oui, le deuil, c'est lourd, quoi. Le marre de tout, pareil, arrêter de s'acharner, se dire, ouais, c'est un signe de la vie qui montre que, non, arrêtez, stop, enfin, voilà. Oui, mais voilà. Et puis, du coup, on a continué, en fait, sans trop y penser. Le travail, on s'est concentré sur d'autres choses. Et puis... on nous a appelés en juillet-août 2015. Et donc le 3e du coup, transfert s'est fait en septembre 2015. Donc d'une autre donneuse. D'une autre donneuse, parce que du coup, il a fallu attendre quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça a été quand même assez rapide, hein. Je ne m'attendais pas aussi près que ça. Et du coup, pareil, implantation 2 embryons. Et donc il y en a un que j'ai perdu et le deuxième qui s'est accroché, donc qui est là aujourd'hui. Voilà, donc beaucoup de peur quand même, encore une fois, à la perte du premier. Comment vous travaillez sur ces peurs? Parce que j'imagine que vous devez avoir besoin de les évacuer. C'est mes proches et ma famille qui subissent en fait, qui se doivent de m'écouter, voilà. Et puis ils m'écoutent, donc moi j'évacue. Voilà, ça passe. Yvonne, ça peut s'évacuer aussi sous forme d'agressivité, parce qu'il y a une telle anxiété, une telle peur de la perte. Vous êtes hanté par ça, à juste titre. Mais je crois que maintenant que vous êtes enceinte de 5 mois, et peut-être que Georges va pouvoir vous rassurer également, c'est que vous avez passé la fatidique des 3 mois. Maintenant, vous pouvez vivre cette grossesse un peu plus sereinement, d'autant que votre enfant ressent vos émotions. Donc, autorisez-vous à être heureuse chaque jour et ne soyez plus hanté par l'obsession de la perte. Parce que souvent, quand on a eu beaucoup de fractures comme ça, tout devient obsédant. Je veux dire, vous êtes concentré constamment là-dessus et il n'y a plus rien d'autre qui existe à côté. Ouais. Donc voilà, et maintenant je pense qu'il faut un peu relâcher et à vous autoriser à vivre ça dans la plénitude. Il faut vivre pleinement votre grossesse. Votre échographie du 2e trimestre a été faite, j'imagine qu'elle est normale. On vous a rassuré sur la croissance, sur la bonne vitalité de ce bébé. Ça y est, la malchance est derrière vous. Je pense que ce bébé, il va se présenter bientôt et je pense que tout se passera bien. Donc, insufflez-lui des bonnes ondes dans votre ventre. Faites-lui écouter de la musique, parlez-lui, et voilà, et vous verrez que tout se passera bien. Et parlez-lui, monsieur. Oui. L'accouchement est prévu pour quand? Le 16 juin. Vous avez commencé à préparer la chambre, les affaires? Non, pas du tout. En fait, non, j'ai commencé un tri, de ce qui me restait un petit peu. Mais pour le moment, c'est vraiment une grossesse au jour le jour. Donc bon, on va falloir qu'on prépare un minimum quand même. On va pas trop avoir le choix. On ne pourra pas tout faire au dernier moment, mais on ne veut pas trop se lancer.
mes proches, on a demandé pas de cadeau avant la naissance. Ça, c'est les croyances, les anciennes croyances. C'est exactement. Si je prépare avant, c'est de mauvais augure. Voilà. C'est un peu ça. Mais il y a peut-être quand même un truc qu'il faut retenir, c'est les bonnes ondes que vous lui transmettez. C'est important, ça. Hein, si on part du principe que le fœtus... Aujourd'hui, il est avec nous sur ce plateau. Il est là, donc, on peut lui dire... voilà. Il nous entend, il y a des il nous interactions entend, oui. positives. Alors, on va accueillir la fille d'Aurélia, qui s'appelle Erin. Et voilà, on a hâte de faire sa connaissance. T'es fatiguée. Ouais. C'est quand l'heure de la sieste? Elle est contente d'être là. Très contente. Comment vous vivez, vous, les faits, le fait que vos ovocytes sont quelque part dans la nature et vont peut-être faire le bonheur d'une future maman? Moi, j'en suis très heureuse que j'ai pu faire plaisir à une ou deux, ou même 3 mamans. Il y en a eu combien qui ont été prélevés? Je sais pas. On leur dit pas. On ne sait pas du tout. Elles ne le savent pas. Ah, elles ne le savent pas. Et vous? Moi, j'y pense pas. En fait, je me dis que le couple qui a bénéficié de mes ovocytes, si aujourd'hui il est heureux, c'est super. J'ai pu rendre quelqu'un d'heureux et puis les principaux, ils sont là. Et pour le reste, je ne m'attache pas à savoir si j'ai un enfant dans la nature. Non. Alors, Aurélia et Malika, nos téléspectateurs pourront vous retrouver cet après-midi sur le chat de Toute une histoire. Ils pourront vous poser toutes leurs questions. J'espère que vous reviendrez nous voir pour nous présenter votre bébé. Mademoiselle Erin, ça va? Petite tête? Ou elle sort de la sieste? Non, mais elle est fatiguée. Je ne sais pas si elle a dormi, mais elle n'a pas dormi aujourd'hui, alors du coup. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci à nos 2 spécialistes. N'oubliez pas la rubrique Toute une histoire dans version féminin ce week-end. Et dans quelques minutes, sur le plateau de l'Histoire continue, nous continuerons à parler d'amour avec les belles histoires de rencontres improbables entre Élodie et Cédric, ainsi que Caroline et Xavier. A tout de suite. Merci. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing. J'ai pris une grande décision. Voilà, je vais la demander en mariage aujourd'hui. Wow. Cet après-midi, ce sont des histoires d'amour hors du commun que nous allons vous faire découvrir dans l'Histoire continue. J'avais 14 ans, c'était mon moniteur de plongée. Je prenais le bus tous les matins pour me rendre au lycée et Cédric était mon chauffeur de car. Nous sommes voisins de jardin, de maison. Les événements se sont enchaînés parce qu'on démarre une relation amoureuse. Ils vont nous faire vivre des demandes en mariage romantiques. Ma chère Caroline, je voudrais savoir si tu es d'accord pour devenir ma femme. Celle-là, elle est vraiment jolie. Je partirais plus sur ce genre de modèle. Mais aussi des mariages extraordinaires. Consenti à rester tout au long de ta vie. Ils vivent tous un moment clé de leur histoire et ils vont le partager avec nous dans un instant. Je m'appelle Patricia, j'ai 18 ans. Une amie de ma sœur m'a envoyé votre adresse en me disant que vous pourriez m'aider à regagner la France. Ah oui, ça va, toi, je suis contente. J'ai tellement eu peur. Bientôt au sommaire de Toute une histoire. J'avais 16 ans, je finissais ma 3e. On devait juste partir en vacances une dizaine de jours. C'est pas possible de se dire que son père vous laisse sur place chez des gens qu'on connaît pas. Et puis à un moment donné, mon père il a dit ça sera ton mari plus tard. Elles ont grandi en France et n'auraient jamais pu imaginer ce qui les attendait. J'ai découvert cet homme qui venait demander ma main. C'était une connaissance de mes parents. Ils m'ont dit, tu arrêtes tes études, il est temps que tu te maries. J'ai eu un premier enfant rapidement, ensuite un second. J'attendais que ça se passe, voilà. Même avec le temps, je l'ai jamais aimé en fait. J'imaginais mon évasion, je faisais que ça. Votre sœur n'avait pas la même réaction que vous? J'étais beaucoup inquiète pour elle. Elle a fini par fléchir et puis par se laisser gagner par cette pression. Oui, ma sœur est mariée, elle a eu 3 enfants.
Elles ont dû se battre pour reconquérir leur liberté. Ça a été très difficile, mais je pense que vraiment la liberté n'a pas de prix. Aujourd'hui, je me délie de ces chaînes, je redémarre une nouvelle vie. Et un jour, je reçois une lettre en disant 2 personnes vont venir et je suis partie. On se devait de la ramener et non pas de la laisser effectivement sur le bord du chemin. Ce fut une explosion de joie.